Après s'être emparé fin janvier de Goma, capitale du Nord Kivu, le mouvement du 23 mars M23 et les soldats rwandais ont poursuivi leur conquête dans la province voisine du sud de Kivu. À son tour, Bukavu tombe dimanche dernier. Désormais, le M23 contrôle totalement le lac Kivu, nerf des échanges commerciaux et du transport d'hommes dans la région. Jusqu'où iront le M23 et le Rwanda, qui pour stopper leur progression? Nous vous proposons l'analyse de la situation avec au plateau cette semaine. Anani Sossou, bonjour. Bonjour Gilles, c'est bien de te revoir comme un roi ou un chef de village. Ben, c'est toujours un plaisir de vous avoir, vous, le vrai prince d'Enfouin, dans le sud Togo. Vous êtes consultant en communication politique. Avec vous aujourd'hui, l'homme qui ne bouge pas. Sans suspense, son excellence est avec nous. Bonjour. Bonjour Gilles. Moi aussi, il faut m'appeler prince. Chez moi aussi, il y a des places de chef et de roi. Donc, il faut m'appeler prince. Je dirais plutôt Tchodjo. Non, Tchodjo, non. Tchodjo, c'est un titre religieux. C'est comme le prêtre. Le prêtre vaudou, par exemple. Voilà. Vous ne l'êtes pas moins, non? Pardon? Vous ne l'êtes pas moins. Non, pour être, je n'aime même pas la qualité pour l'être. Parce que pour l'être, il y a des conditions, mais tu ne vas pas croire. Donc, ce serait trop prétentieux si je me faisais Tchodjo, parce que je n'en ai pas les qualités. Donc, restons au Maja alors. Sagoyuke Gewe, ancien ambassadeur, journaliste togolais. RDC, comment stopper l'avancée du M23? C'est le sujet du jour. Si vous nous suivez ce dimanche à midi, nous sommes en direct aussi bien sur satellite que sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, New World TV et notre page Facebook. Et vous êtes invités à commenter abondamment cette émission. Comme vous êtes d'accord avec nous ou non, sur WhatsApp, vous pouvez envoyer vos contributions, plus 228 96 08 43 43. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui refuse la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. On va démarrer cette émission donc avec la prise du Sud Kivu également par le M23. Analyse Sossou, comment vous expliquez les avancées de ce mouvement, on l'a dit, soutenu par le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo? Malgré les condamnations, elles sont nombreuses, la désapprobation presque unanime affichée par la communauté internationale face à cette agression continue donc, du M23. Merci Gilles pour cette invitation. Je veux quand même planter un peu le décor pour que les gens comprennent d'où vient le M23. En réalité, le M23 est une émanation du CNDP. Le CNDP, c'était le Congrès national pour la défense de la patrie, qui a été créé en 2012 suite à une rébellion interne, une mutinerie plutôt interne à l'armée congolaise par une mutinerie qui s'est créée parce que ces soldats déjà réclamaient les meilleures conditions de travail, d'avoir des rations alimentaires, d'avoir des équipements militaires pour pouvoir travailler et surtout d'avoir de bons salaires. Et cela a abouti, cette mutinerie a abouti quelques mois plus tard, précisément au mois de mars de l'année suivante, aux accords du 23 mars. Et à la suite de cela, chemin faisant, il y a d'autres groupes rebelles congolais qui se sont affiliés au CNDP et ils ont créé le mouvement du 23 mars, le M23. Et ce M23 était composé non seulement des soldats, des mutins de l'armée régulière congolaise, mais également des Tutsis congolais, pas des Tutsis rwandais, des Tutsis congolais qui se sentaient discriminés, qui se sentaient au niveau surtout d'avoir des titres fonciers, de la question foncière, d'avoir des terres, et ils se sentaient discriminés parce que les Congolais les considéraient d'une part comme des étrangers qui se sont accaparés de l'Est de la République démocratique du Congo qui est frontalière au Rwanda. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y avait plusieurs étrangers parmi eux, des petits fuyants donc. Oui, mais bien évidemment, mais c'était des Tutsis congolais en réalité, au départ. Les Banyas Moulengue. Ouais, voilà, les Banyas rwandais.
Voilà, c'était en réalité cela. Et puis, au fil des temps, d'autres groupes rebelles se sont créés et d'autres groupes rebelles que le gouvernement congolais à l'époque aussi avait créé pour lutter contre ces groupes rebelles Tutsi congolais. Et c'est comme ça que la mousse a commencé à prendre et le M23 s'est fusionné avec d'autres groupes rebelles, ce qui a créé l'hydre terroriste qu'on connaît aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous l'appelez carrément terroriste. Hein. Oui, puisque ce qu'ils font en massacrant les populations, en brûlant les villages, en tuant femmes et enfants, jusque dans les hôpitaux, ce sont ce que font les terroristes en réalité. Sinon, si un groupe rebelle revendique des actions politiques, il n'agirait pas comme ça, ce groupe n'agirait pas comme ça. Bon, maintenant la réponse à la question, pourquoi on continue d'avancer malgré... Donc, ils continuent d'avancer parce que... Des approbations de la communauté internationale. D'un côté, il y a le Rwanda qui, voulant lutter contre les rebelles de FDLR, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, c'est-à-dire les anciens Tutsis qui étaient accusés de génocide, qui se sont repliés dans l'est de la République démocratique du Congo, qui menaçaient même l'existence du Rwanda. C'est à partir de cela que le Rwanda a dit, mais non, on va aller combattre ces gens-là jusque sur le territoire congolais. Et c'était un prétexte que Paul Kagame avait trouvé pour rentrer sur le territoire congolais. Mais en réalité, en rentrant sur le territoire congolais, Paul Kagame avait donné au M23 les forces spéciales de l'armée rwandaise, composées de plus de 3000 hommes, avec du matériel militaire. Et c'est avec ce matériel militaire que le M23 a pu prendre la quasi-totalité de l'Est du Congo aujourd'hui. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Parce que, au-delà de l'aspect politique qu'on voit, au-delà de l'aspect sécuritaire dont parle Kagame, il y a aussi un aspect purement économique, c'est-à-dire le pillage des ressources. Parce que n'oubliez pas que l'Est du Congo, l'Est de la RDC, dispose à lui seul de 80% des réserves de coltan au monde. Et le coltan sert à quoi? Sert à fabriquer nos téléphones portables, sert à fabriquer nos ordinateurs. Et si on voit aujourd'hui que l'intelligence artificielle s'est invitée dans nos ordinateurs et dans nos téléphones, cela veut dire que cette guerre-là n'est pas prête à s'arrêter. Et n'oublions pas de signaler aussi quelque chose. Le Rwanda ne dispose d'aucune ressource minière sous son sol. Mais aujourd'hui, le Rwanda est le premier exportateur mondial du coltan. Le Rwanda estime qu'il a certaines ressources dans le coltan sous son sol. Non, mais le Rwanda n'a pas de coltan et ça tout le monde le sait. Tous les experts, même les enquêtes de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, qui a condamné Paul Kagame et le Rwanda, l'atteste purement et simplement. Mais comment expliquer alors qu'aujourd'hui, le Rwanda qui n'a pas du coltan soit le premier exportateur mondial de coltan au monde. Oui, ça, ce sont des questions... disent le contraire, disent que le Rwanda... Oui. Ce sont des contextes qui sont quand même là, qui sont liés non seulement à un aspect purement politique et sécuritaire, mais plutôt et surtout au contrôle des gisements et des minerais du sous-sol de l'Est de la République démocratique du Congo. D'accord. Son Excellence Goyo Kagewe, vous avez crié Haro sur le Bodé, vous avez sonné l'alerte plusieurs fois, mais le M23 continue son avancée. Mais pourquoi? Vous savez, tous ceux qui aiment le Congo soutiennent le Congo et ils ont le cœur qui saigne chaque fois qu'on leur dit que le M23 avance, il prend Goma, il prend Bukavu et aujourd'hui il est en mesure de marcher sur les autres localités autour et il parle même d'aller à Kinshasa. Je vous ai expliqué ici une fois que en fait la société congolaise est minée, l'armée congolaise est minée. C'est-à-dire que le Congo, en tant que pays souverain aujourd'hui, ne peut pas, au point de vue civil ou militaire, prendre des décisions qui restent secrètes pour être exécutées sur le terrain, parce que dès qu'ils finissent de parler, l'ennemi, notamment le M23 et le Rwanda, ils sont au courant. Et je vous ai dit ici le phénomène, je vous ai décrit ici le phénomène des fameuses hirondelles rwandaises. Donc avant que la rébellion du FPR n'attaque le Congo pour le défaire, ils ont miné le terrain. Ils ont envoyé leurs plus belles filles, qui sont des espionnes aguerries.
tous les dirigeants congolais avaient la fierté d'avoir une copine, une maîtresse rwandaise. Et tous les secrets sortaient à la minute près. Qu'est-ce que tu crois que ces maîtresses ont fait finalement? Certainement, elles ont eu des enfants. Et elles ont fait venir leurs petites sœurs qui aussi ont eu quelques dirigeants congolais. Parce qu'il y a l'argent, il y a tout est gratuit. Maintenant que ces hirondelles ont fait des enfants, ces hirondelles se sont multipliées, mais toute l'armée congolaise est minée. Parce que quand les Kadougou, les fameux rebelles comment tu l'appelles, la rébellion qui a pris le Congo en 1997, quand ils sont arrivés, mais avec les Banyamulenge? Non, c'est pas des Banyamulenge, c'est les choses. Bon, le nom viendra. Donc, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'on a fait? Mais on a chassé les vrais soldats zaïrois. Congolais, excuse-moi le terme zaïrois, c'est le bon, mais le Congolais. On a dit à Kabila, qui venait d'arriver, Kabila père, qu'il faut se défaire de l'armée de Mobutu. Les meilleurs officiers, les meilleurs généraux, colonels, commandants, capitaines, soldats combattants. Mais tu te rappelles que on formait nos meilleurs commandos au Congo? Si eux-mêmes n'étaient pas de vrais commandos, comment ils formeraient nos commandos là-bas? Et nos commandos, ils n'ont jamais démenti la qualité de leur formation. Partout où ils sont allés sur les théâtres d'action sur le plan international, les Togolais ont été toujours appréciés. Comment tu veux que ce pays-là, ce Mobutu, donc on leur a dit, on a tué des officiers de Mobutu, on les a pourchassés dans la rue, on les a tués, les plus chanceux ont pu fuir, et il restait maintenant toutes les famelettes qu'on appelle l'armée congolaise, que les Rwandais ont assis, et un jour, ces famelettes qui ont fait rentrer le Rwanda. Famelettes, c'est pas la bonne expression quand même. Bon. Non, c'est des famelettes, toi aussi, arrête. Bon, les femmes... c'est parce que vous n'appelez pas les choses par leur nom que le mal continue, c'est des famelettes. Non, moi je n'attribue pas écoute bien, la femme, j'étais déjà expliqué ici la dernière fois comment le verrou de Kenge est tombé, AFDL, voilà, les rebelles de l'AFDL, comment c'est tombé? C'est tombé parce que le général Maele, qui était censé diriger les troupes zaïroises, a vendu son armée. Et bon, attaqué par là, les troupes où les commandos sont par là. Donc, l'armée a été liquéfiée. La société civile a été, disons, minée. Alors, quand tu tiens compte de tout cela et tu regardes qui est le président du Congo aujourd'hui, c'est les gens qui ont profité du désastre de l'occupation du Congo par le Rwanda. Ils en ont profité. Kabila en a profité comme il veut, il est parti. Et on sait qu'aux dernières élections qui ont porté Tshisekedi au pouvoir, je l'ai dit ici, c'est des petits arrangements entre copains et coquins qui ont mis, donc c'est le bénéfice de l'envahissement du Congo par le Rwanda qui continuait et Tshisekedi en a récolté le fruit. Aujourd'hui, on nous demande qu'est-ce qui se passe. Mais tout le monde veut aider le Congo. Moi, je veux aider le Congo. Mais comment tu peux aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même? Regarde, le Burundi, c'est aussi un petit pays comme le Rwanda. Mais le Burundi était prêt, à ce que je sache, à envoyer 10 000 hommes pour combattre pour le Congo. L'Afrique du Sud. Mais comment tu veux aider un pays? Comment tu veux aider une armée qui, dès qu'elle entend une rafale, il n'a vu personne, hein? On dit que c'est les rebelles qui arrivent, ils jettent leurs armes et ils se mettent à fuir. Mais l'armée l'entraîne. Comment vous expliquez cette désertion massive? Laisse-moi parler. C'est-à-dire comment une armée, c'est vrai que dans l'armée, on apprend à courir, mais pas à fuir, c'est différent. On apprend à courir pour avoir de l'endurance, mais on ne vous apprend pas à fuir devant l'ennemi. Donc les gens sont là. Ils ne veulent pas se battre eux-mêmes. Comment voulez-vous que les Burundais, les Sud-Africains, on a sollicité même les Tchadiens, mais si ces troupes étrangères viennent, on risque de se retrouver dans une situation où c'est les troupes congolaises qui vont leur tirer dans le dos, parce qu'ils sont tous corrompus, ils ont pris de l'argent du Rwanda, ils ont pris de l'argent du M23, et on sait ce qui va arriver. Moi, je dis ceci. En temps de guerre, il faut des mesures spéciales. Parce que quand une armée fuit devant l'ennemi, tu es là, tu es colonel, tu es général, tu es commandant, tu es capitaine, tu portes avec une fierté méritée tes galons, parce que les galons on ne les donne pas cadeau, tu portes avec fierté tes galons, et
Le peuple te respecte, les civils comme les autres militaires, ils te respectent parce que tu as de très beaux galons. Et le gars qui a de très beaux galons là, général-colonel là, dès qu'un enfant de 17 ans entraîné au Rwanda tire un coup de Kalachnikov, le général, le colonel, le commandant, ça jette les armes et puis ça fuit dans la forêt. Mais mon ami, si tu as une armée comme ça, c'est pourquoi je parlais de famillette, ça veut dire que tu n'as pas d'armée. Maintenant, les gens veulent aider Tshisekedi, mais comment ils vont l'aider? Aujourd'hui, j'apprenais que oui, que Corneille Nangaa a frappé un grand coup parce que dans l'Est, il a recruté 2000 policiers congolais. Hein, anciens militaires. Et 800 anciens militaires. Mais c'est incroyable. Congo, 110 millions d'habitants. Eux, ils ont recruté combien depuis que la guerre se passe? Des jeunes ont marché sur Ndjili, l'aéroport de Kinshasa, pour demander à être envoyés à l'est du Congo. Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont envoyé personne. Et pendant que ton front s'effondre sur toute la ligne, c'est là que Tshisekedi se traîne bonnement à Munich, le sommet européen sur la sécurité. Mais tu vas chercher quoi là-bas? On va revenir sur ces aspects. Oui. Mais le temps de vider la première question, maintenant, comment se fait-il que cette armée congolaise paraît si faible devant le M23? Oui, il faut se rappeler, en 1997, lorsque Laurent Désiré Kabila marchait sur le Congo, il était aidé par l'armée ougandaise et par l'armée rwandaise. Ougandaise et rwandaise. C'était les deux pays qui avaient aidé Laurent Désiré Kabila à prendre le pays. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, comme le disait tout à l'heure l'ambassadeur, ils ont vidé l'état-major de l'armée de sa substance. C'est-à-dire qu'on a mis un proche de Kagame, quelqu'un qui a toujours été avec lui dans le maquis ougandais jusqu'à la prise de Kigali. Ils ont mis James Kabarebe comme chef d'état-major de l'armée congolaise. Et James Kabarebe a mis aussi maintenant ses pions un peu partout, dans tous les compartiments de l'armée congolaise. Comment voulez-vous que ces étrangers-là ont pu diriger cette armée sans infiltrer cette armée-là? Parce que d'abord du pays, parce que certains experts estiment aussi que même Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila est un Rwandais. Oui. Mais ça je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de voir la composition de l'armée, comment est-ce que l'armée congolaise s'est aussi affaiblie. Parce que d'une part, lorsque des généraux, l'état-major de l'armée rwandaise, qui devrait constituer l'ossature auprès de Laurent Désiré Kabila, étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été massacrés et remplacés par des Rwandais. Et aujourd'hui, à la tête de l'armée, dans l'état-major plutôt de l'armée congolaise, on a toujours des Rwandais naturalisés congolais. Et de ce fait, Joseph Kabila, qui a été aussi à un moment donné aide de camp de Paul Kagame et de James Kabarebe, s'est accoutumé avec ces gens-là, avec qui il s'entendait très bien et avec qui il s'entendait aussi avec Paul Kagame. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les Congolais ont commencé à s'insurger contre cette présence massive d'officiers rwandais dans l'armée congolaise. Et lorsque il s'est apparu que ces Rwandais massacraient les Congolais, femmes, enfants, brûlaient les villages, et jusque dans les hôpitaux, il y a un film documentaire sur Denis Mukwege, l'homme qui réparait les femmes. Ouais. Quand vous suivez ce documentaire, vous allez avoir froid dans le dos. Dans son hôpital, des Rwandais sont allés jusqu'à tuer des malades dans leur lit d'hôpitaux. Comment vous pouvez comprendre ça? Et ce sont sous les ordres d'officiers congolais, rwandais, que ces massacres se faisaient. Donc, il est clair aujourd'hui que l'armée est infiltrée. Mieux encore... Infiltrée, c'est peu dire. Hein. C'est peu dire. Bon, elle est minime. Contrôlée. Mais mieux encore, ce qui se passe, c'est que quand vous voyez l'état-major congolais aujourd'hui, c'est un état-major qui est hyper corrompu. C'est-à-dire que on décaisse dans les fonds de l'État des milliards de dollars pour s'acheter des armes. Ces milliards de dollars sont distribués entre officiers et
une oligarchie politique autour, d'abord, de Joseph Kabila, qui est parti, et maintenant, ça s'est amplifié autour maintenant de Tshisekedi. Des gens qui ont pris l'argent de l'armée pour s'enrichir. Et le pire, c'est que aujourd'hui, l'armée congolaise, ce qu'on appelle les soldats qui vont sur le front, n'ont même pas de gilet pare-balles, n'ont même pas de munitions. Ils ont de vieux Kalachnikov. Pendant ce temps, les rebelles du M23, appuyés par les forces spéciales rwandaises, ils ont tout le matériel, d'écoute, de matériel militaire, qui vont sur le terrain, ils avancent. Pendant ce temps, ceux qui n'ont rien, dès qu'ils entendent les tirs, quelque part, ils fuient, ils prennent des habits civils, ils les mettent. Ce qui est encore pire dans cette histoire, c'est que, vu l'avancée du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs militaires ont fait défection et ont rejoint les rangs du M23. Comment voulez-vous que cette armée-là ne soit pas décimée complètement par les rebelles du M23 ? Oui, c'est ça le problème. Nous disons sur la RDC, le problème est plus grave qu'on l'imaginait. Mais attends, c'est ce que tu dis, qu'ils ont fui pour allier, c'est la suite de ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des soldats congolais qui en réalité sont des Rwandais. C'est les descendants de ces hirondelles, c'est les descendants des autres soldats qui sont venus au pays avec les AFDL. En 97. En 97. Moi, je dis ceci, nous devions faire extrêmement attention en Afrique. On est là, vous avez un président et des médias extérieurs se mobilisent pour vous dire que c'est un dictateur. Mobutu, dictateur. Mais quand Mobutu était président là, quand tu vois Kagame saluer Mobutu, mais Kagame tremble. Voilà à quoi sert un dictateur. Il sert à faire respecter son pays. Kagame, moi j'ai vu des photos, il ressemblait à une larve devant Mobutu. Vous le chassez. Vous dites qu'il est dictateur. Aujourd'hui, à l'est à Goma, on vous fait essuyer les rues avec les serpillères. Quel dictateur a jamais fait ça, à ton avis? Ça s'est passé où? Hitler n'a pas fait ça. Pinochet n'a pas fait ça. Franco en Espagne, il n'a pas fait ça. Salazar au Portugal, il n'a pas fait ça. Mobutu n'a pas fait ça. Mais aujourd'hui, vous êtes réduit à l'esclavage. On vous dit de sortir, nettoyer les rues. Nettoyer les rues est une bonne chose. Mais passer une serpillière pour nettoyer la rue bitumée, toi-même, tu sais ce que ça veut dire. Pour nettoyer les marques de sang. Donc, il faut avoir des hommes forts. Chaque fois qu'en Afrique, vous avez un homme fort qui est capable de tenir tête aux envahisseurs étrangers, les mêmes envahisseurs étrangers organisent les médias pour les diaboliser, pour dire que c'est dictateur. Mais le problème aussi, c'est que ces hommes forts, parfois aussi, tombent dans des travers. Ils tombent dans les travers parce qu'ils n'ont pas l'assurance que ceux pour qui ils se battent les soutiendront jusqu'au bout. C'est ça le problème. Donc, écoutez ceci. Moi, je dis, le Congo, ça fait mal à tout le monde. Ça nous fait mal à nous tous. Et que chaque matin, quand tu écoutes que M23 Marseille va prendre telle autre ville, c'est comme aujourd'hui en Ukraine. Chaque matin, tu ouvres, les Russes ont pris tel village, ils ont pris telle ville. Mais il faut, là on revient même à l'essence du problème, c'est les intérêts. C'est toi-même qui viens de dire que c'est eux qui ont le coltan. Alors, tout le monde en a besoin. Comme le Congo, même en tant qu'État central, est défaillant, avec un président qui dort, mais moi, si je suis... Un président qui dort, comment? Mais il dort. Bon, mais attends, est-ce que tu connais un pays qui est en guerre? On ne sait même pas ce que le président en pense. On n'a jamais entendu le nom d'un ministre de la Défense. On ne sait même pas que dit le chef d'état-major de l'armée. On ne sait même pas, au front, ceux qui sont là-bas, qu'est-ce que ça donne. Mais c'est que tout le monde dort. Et on ne peut pas dormir à la tête d'un pays continent. Ça fait 2 350 000 km², il dort. On ne peut pas diriger ce pays en dormant. Je parlais, tu dis qu'on va revenir là-dessus, je parlais de Tshisekedi à Munich. Tu sais, Munich, c'est une très belle ville, je la connais, pour y avoir étudié d'ailleurs. Mais si toi, président, tu veux t'offrir du tourisme à Munich, c'est bien, tu as droit. Mais tu peux pas laisser ton pays en guerre pour aller te promener à Munich. Et avec qui? Avec ceux-là justement qui ont dit à Kagame de prendre ton coltan pour leur donner. Qu'est-ce qu'il attendait? Qu'est-ce qu'il espère avoir là-bas? Pourquoi il se promène là-bas? Qu'est-ce qu'il attend que ces gens-là lui disent? Donc, moi, je crois que si
le Congo veut avancer, si le Congo veut faire la guerre, il faut trouver des hommes de guerre pour faire la guerre. Mais les gens qui sont habitués à avoir des boîtes de nuit à la présidence, des gens qui toute leur vie en Europe étaient dans les boîtes de nuit, et jouaient aux videurs, mais tu ne peux pas faire une guerre avec ces gens. Donc, Anani Sossou, Étienne, j'ai dit, Tshisekedi, est-ce qu'il finalement, il est un des facteurs, un des problèmes, un des facteurs de cette crise dans l'est du pays? Oui, au risque de choquer l'opinion, que ce soit l'opinion africaine ou bien congolaise, je me demande toujours si Félix Antoine Tshisekedi était préparé à devenir le président de la RDC. Parce que j'ai eu la chance le mieux préparé pour cet exercice, ça devait être Félix, pour être le fils de son père. Oui, mais on peut être le fils de son père sans avoir les qualités de son père. J'ai eu la chance, dans le cas de mes fonctions professionnelles, de visiter plusieurs fois le Kinshasa, la RDC. Et j'ai été plusieurs fois. Et ma foi, il faut une main de fer pour diriger ce pays. Voilà. Il faut une main de fer pour diriger la République démocratique du Congo. Parce que non seulement le pays est vaste, mais il est difficile de gérer les Congolais. Je dirais même que la plupart des Congolais, je ne dirais pas tous, ne sont pas des citoyens. Parce qu'ils ne développent pas un tel amour pour la patrie. Et c'est dans ce cadre-là que... À quoi vous mesurez l'amour qu'ils ont développé? Quand je vois le désordre à Kinshasa... Voilà. Qu'est-ce que vous appelez désordre? Mais même dans la rue, il faut voir ce qui se passe dans la rue à Kinshasa. Il y a des quartiers, Lemba, Matongé, quand vous allez là-bas, c'est du désordre en permanence, tous les jours. Et dans les rues, c'est impossible de circuler dans Kinshasa, parce que tout le monde fait à sa tête. Donc un pays comme ça, que je connais très bien, un pays comme ça, il faut une main de fer pour le diriger. Il faut quelqu'un qui puisse faire cultiver l'amour de la patrie aux Congolais. Et je pense que Félix Antoine Tshisekedi, président de ce pays, n'était pas préparé à cet exercice. J'ai encore eu la chance de faire Bruxelles, où je côtoyais M. Tshisekedi souvent dans les rues de Bruxelles. Et dans les boîtes. Bon, je ne dirais pas, je ne veux pas aller jusque-là, mais je le côtoyais, je le voyais dans les rues de Bruxelles, où il arrivait même qu'on se retrouvait dans des bars où on prenait un café. Ouais, un café ou bien une bière, où il prenait aussi de son côté. Donc je me dis que la mort de son papa a permis à des apparatchiks de l'UDPS, le parti de son père, de le propulser à la tête de l'UDPS. Et ce qui s'est passé, pour qu'il soit à la tête du pays, ce sont des arrangements, comme disait l'ambassadeur, entre copains et coquins, pour que Joseph Kabila, qui était en froid avec la Belgique, qui était la puissance tutélaire, a commencé par déranger les États-Unis également. Ouais, les États-Unis dans une moindre mesure, mais avec les Belges, c'était vraiment à couteau tiré. Et on lui mettait tellement la pression, il s'est dit, bon d'accord, je vais quitter le pays. À la veille même de l'élection présidentielle de 2016, j'étais à Kinshasa, dans le compte d'un média basé à Bruxelles, avec un collègue, Damien Roulette. On était dans le bureau de Lambert Mende, qui était l'ancien ministre de la communication de Joseph Kabila. Tout ce qu'on a entendu en ce moment-là, alors que l'Est de la RDC brûlait déjà, où on avait déjà dénombré au moins 6 millions de victimes dans une guerre qui durait déjà plus de 20 ans. Ce qu'il disait pour la reconquête de l'Est, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc, quand on a des ministres qui ont des idées pour dire non, tout va s'arranger, tout va se régler, une fois maintenant qu'on aura l'élection présidentielle, tout ira bien. Et mais comment ça ira bien, monsieur le ministre? Non, on a des accords avec les partenaires internationaux. Or, ce sont ces partenaires internationaux qui sont les sponsors des rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ce qu'on oublie également de dire, c'est qu'il y a des entreprises chinoises qui ont pris des mines entières, qu'ils contrôlent. Et les Congolais ne vont là-bas que pour travailler dans les mines des Chinois. Quand vous voyez la ville de Kinshasa, mais c'est plein d'entreprises pakistanaises, plein d'entreprises chinoises. Et quand vous allez à la Gécamine, qui se trouve à la Gombe,
La GECAMI, c'est la Fédération des entreprises minières du Congo. Vous avez au sein de ces entreprises, dans le conseil d'administration, des Chinois, des Pakistanais et des Européens, des Occidentaux. Comment vous pouvez comprendre ça? Que nous sommes ici chez nous, nous avons nos mines et que ce sont des gens à qui appartiennent des mines de notre sous-sol qui viennent nous dicter ce qu'on doit faire. Et ce sont ces gens-là qui donnent de l'argent un peu partout pour soudoyer les barons du régime, la présidence de la République, la primature, l'Assemblée nationale et, pire encore, la région de la province du Katanga, où il y a tellement de mines, où les gouverneurs de ces provinces-là dorment sur de l'or, sur de l'argent, sur du diamant. Comment voulez-vous que ce pays-là, miné par autant de corruption, ne soit pas à la merci de tous les groupes qui veulent s'emparer des ressources de son sous-sol? C'est ça le problème. Donc, Félix Antoine Tshisekedi est venu trouver un état de fait de corruption. Et au lieu de lutter contre cela, il a pris un entourage vorace qui s'est assis dans la corruption pour s'enrichir. Jusqu'à la preuve du contraire. Vous avez vu le procès des 100 jours en RDC, où, comment il s'appelle, son ancien directeur de cabinet qui est devenu aujourd'hui Vital Kamere a été mis en prison. Mais pourquoi? C'est parce qu'on a donné de l'argent pour des projets, les gens se sont emparés, des centaines de millions de dollars. Et figurez-vous, y compris même dans la famille de Tshisekedi, sa famille politique et sa famille biologique, des gens qui se sont immensément enrichis, au détriment de l'armée, des soldats congolais, qui n'arrivent même pas à manger sur le front. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent aller se battre? Ce n'est pas possible. À propos de Vital Kamere, il est redevenu aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Exactement. Or, les millions dont on parle, il les avait volés pour se donner les moyens d'épouser pompeusement une vieille divorcée libanaise. C'était ça, il n'y avait rien d'autre derrière. C'était pour un mariage. L'ancienne femme de Rasson, je crois. Voilà. Pour faire un mariage pompeux auquel même le sultan de Brunei n'aurait pas rêvé. Lui, il a fait ça au Congo. En volant l'argent. Il est encore aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que la corruption donne droit à des promotions. Et il est assis. Et aujourd'hui, pour semer la pagaille, le désordre dans la tête même de ceux qui soutiennent le Congo, tu sais que dit non, que c'est Kabila. Depuis là, on n'a jamais entendu parler du Kabila. Hein. On parle M23, on parle Rwanda. Mais maintenant, il dit que non, que c'est Kabila. Si toi, tu es président du Congo, et c'est après tous ces désastres que tu sembles trouver le vrai auteur de ce désastre, monsieur Tshisekedi, on t'aime bien, mais va chercher un autre métier. Le Congo est vaste. Mais il y a certains pays qui se mobilisent pour venir au secours de Tshisekedi et de la RDC. Après l'Afrique du Sud, le Burundi, le président Tshisekedi lui-même appelle le Tchad à venir prêter main forte dans l'est du pays. Tshisekedi a également envoyé son ministre de la Justice, au Mali, auprès de Assimi Goïta, pour prendre conseil certainement. Est-ce que cette mobilisation va permettre de changer la donne sur le terrain? Tant que les Congolais ne sont pas prêts à faire la guerre, aucune troupe étrangère ne peut les sauver. Mais s'ils sont prêts à faire la guerre, les troupes étrangères leur prêtent main forte et ils vont gagner la guerre. Mais au lieu de me dire qu'il est allé voir le Tchad, moi, je croyais qu'on dit qu'ils ont envoyé 20 000, 30 000 jeunes au Tchad pour se former. Qu'ils ont envoyé 10, 15, 20 000 jeunes au Mali, dans l'AES, pour se former. Mais eux, ils ont formé leurs troupes parce qu'eux-mêmes, ils sont en danger, ils sont permanemment sous menace. Et tu crois que moi, AES, moi, Tchad, je vais prendre mes troupes pour t'envoyer. Et si on m'attaque, moi-même, je fais comment? Mais vous avez plus de 100 millions d'habitants, ils foutent quoi? Ils font quoi? Mais tu crois, écoute bien, quand les gens du Sahel, mais les gens ont pris Kidal, non? Si Assimi Goïta n'était pas pour aller se battre à Kidal, il a eu besoin de qui? Il a eu besoin des troupes maliennes. Appuyé par des Russes.
appuyés par des Russes, mais c'était des conseillers. Donc, ils sont allés se battre. Ils ont pris Kidal. Tenzawaten. Quand tu viens aux choses comme au Burkina Faso, les attaques féroces à Djibo, partout, mais c'est des Burkinabés qui se sont battus et ils ne sont pas tous des soldats professionnels. Il y a les VDP. Mais pourquoi eux, ils ne peuvent pas former des VDP? Ça sert à quoi? De passer le temps à Kinshasa, en train de danser, en train de boire, en train de prier, en train de gna gna gna. Mais ça sert à quoi? Mais c'est pourquoi je dis, si vous êtes fatigué, vous êtes incapable de diriger votre pays, ou bien d'autres Congolais capables prennent les choses en main, ou bien les Rwandais viennent vous prendre. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu veux faire? S'ils étaient en manque de population, si c'était, excuse-moi, un pays comme le Gabon, il n'a pas une grande population. Si aujourd'hui le Gabon est attaqué et demande de l'aide, c'est normal que les gens se disent, mais ils ne sont pas nombreux, il faut qu'on les aide. Tu es plus peuplé que les pays que tu vas solliciter. Tes populations servent à quoi? À part boire, danser et prier là, ils servent à quoi? Tshisekedi, ils servent à quoi? Ils sont à ton image parce que chaque fois qu'on te voit, tu es agenouillé devant des farceurs qui se font passer pour des pasteurs. Toi, président, gros comme ça, agenouillé devant un maigrichon qu'il est pasteur. Tu fais la honte au pays. On ne peut pas faire agenouiller un pays aussi grand que le Congo. Mais toi, tu mets le pays à genoux matin, midi, soir au nom de Dieu, du Dieu d'Israël. Mais on s'en fout. Le Dieu d'Israël s'en fout des fainéants. Il s'en fout des défaitistes. Il s'en fout des danseurs. Il s'en fout des buveurs. Il s'en fout des dragueurs. Le Dieu d'Israël ne veut pas ça. Quand on dit Dieu d'Israël, là, l'armée israélienne, là, mais même, excusez-moi le terme, même leurs filles, quand tu les vois, elles patrouillent dans la rue, Kalachnikov en bandoulière. Voilà ce que le Dieu d'Israël fait. Toi, ton Dieu d'Israël, il fait quoi? Il y a quand même un grand risque de déflagration de la région des Grands Lacs qui va s'étendre même jusqu'à l'Afrique australe. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, dans la région des Grands Lacs, menace même l'existence de certains pays, comme le Burundi, par exemple. Petit pays à côté du Rwanda, petit pays comparé aux 2 350 000 km² de la RDC. Et on voit en filigrane qu'il y a l'Ouganda qui est là. Mais il y a le Kenya qui a envoyé des troupes en RDC. Mais pourquoi ces troupes-là ne font pas tampon entre le M23 et l'armée? C'est parce que... Pourquoi vous parlez du Kenya alors que les Nations Unies ont une troupe là-bas sur place? Moi, je ne veux pas parler de la MONUSCO parce que, vous savez, moi j'ai toujours été contre l'intervention des troupes onusiennes en Afrique. On a vu le résultat au Mali, ce que ça a donné. On a vu le résultat en République centrafricaine, ce que ça a entraîné. Donc moi je ne veux pas parler de ces troupes, mais nous sommes africains. Pourquoi nous, en tant qu'Africains, on ne peut pas s'entraider dans le cadre de l'Union africaine pour former une armée qui puisse lutter à la fois contre ce qui se passe en République démocratique du Congo pour arrêter les massacres et à la fois pour lutter contre les terroristes dans le Sahel? Nous sommes quand même des Africains. Pourquoi on doit faire toujours recours aux forces étrangères pour stabiliser nos pays? C'est ça aussi un drame sur le continent. Donc je me dis qu'il y a un risque de déflagration de toute la zone. C'est comme ça que ça avait commencé en 1997 avec Laurent Désiré Kabila, que le Rwanda, l'Ouganda ont aidé. Ils ont marché sur Kinshasa. C'est le même scénario qui se passe aujourd'hui. Ils ont commencé petit à petit, ils ont pris Bukavu, ils ont pris Goma. Mais la suite, c'est que... vous pensez que le M23 peut aller jusqu'à Kinshasa? Mais si aujourd'hui, le Kagame qui est très en froid avec Félix Antoine Tshisekedi, qui ne veut même pas entendre parler de lui, qui ne veut pas lui serrer la main, qui ne veut même pas aller à la table de négociation, comme recommandaient certains. Vous croyez aujourd'hui que si Kagame est capable de prendre Kinshasa et d'y installer encore ces éléments et de mettre encore à la tête de l'armée congolaise un autre Kabarebe, un autre Kabarebe, il ne va pas le faire. Soit dit en passant, le fils de Kabarebe vit actuellement à Kinshasa où il fait des affaires. 5 jours sur 7, il est à Kinshasa. Le week-end, il va à Kigali. Il est là-bas. Alors nous parlons, le fils de Kabarebe. Donc, il est là-bas. Imaginez un seul instant si Kagame a encore les moyens de prendre Kinshasa et d'y installer un président félon, il ne va pas le faire. Mais il va le faire et il a raison. Mais il va le faire, il a raison. Parce que aujourd'hui, nous vivons dans un monde dominant.
Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine et Trump. Parce que Trump a compris que à la fois les Européens et à la fois Zelensky sont des panthères, des marionnettes qui ne peuvent rien. Mais face à la puissance russe, il a compris que les Européens ni l'OTAN ne gagneront jamais la Russie. Voilà pourquoi il est allé à la table de négociation directement avec lui. Donc, mais nous vivons dans un monde. Nous sommes dans un monde dominant. C'est pas si j'ai la force. Tu as la force, on va se respecter. Mais Trump est-il un réaliste ou un vendu Attends, il est réaliste. Il est pragmatique. C'est le président le plus intelligent américain que j'ai vu. Peut-être à part Kennedy, je n'étais pas grand en ce temps pour savoir. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Sinon, c'est le président américain le plus intelligent qui soit parce que il ne veut pas risquer la vie des Américains pour des danseurs de cabaret. Et la destruction de l'Europe d'ailleurs. Il ne veut pas risquer la vie des Américains et la destruction de l'Europe pour un danseur de cabaret. En fait, qu'est-ce qui se passe? La vérité commence à sortir. Quand Trump est venu, lui, il est honnête, il est franc, il est direct. Il a dit aux petits farceurs de Kiev, écoute, nous, on t'a déjà donné 350 millions de dollars. Et milliards de dollars. Et en compensation, nous voulons les minerais. C'est là qu'on apprend qu'en fait, les Anglais ont déjà pris certains de ces minéraux. On n'a pas encore dit le nom de la France, mais ça ne m'étonnerait pas quand je vois le zèle surfait, le zèle ampoulé, exagéré que les dirigeants français font. On va aller attaquer, on va envoyer 30 000 hommes. Mais comment un pays qui a réduit en lambeaux une armée ukrainienne, soutenue par tous vos pays, vous voulez l'intimider avec 30 000 hommes? Bon, moi, tu sais, personnellement, je me dis, je serais très heureux qu'ils envoient les 30 000 hommes en Ukraine. Poutine va les écrabouiller tous et ça fait moins de pression sur nos pays ici. Ils auront de moins en moins d'hommes pour venir nous effrayer. Donc, et tout ça, c'est quoi? C'est les intérêts. On ne fait pas la guerre pour faire la guerre. À l'Est, les Occidentaux ont su que le pouvoir de Kinshasa n'a pas les reins assez solides pour leur garantir un approvisionnement permanent et des minéraux. Celui qui peut le faire, on le met. Donc, partout, on fait la guerre pour les intérêts. Trump est venu. Trump a rapidement ses calculs. Il s'est dit non, on ne va pas continuer dans ces singeries des présidents bidons qui sont assis là-bas tous les matins, on va attaquer, on va envoyer des avions. Mais la guerre, on est aux avions de 5e génération, 6e génération. On prend de vieux coucous qui sont bons pour la casse et on dit qu'on donne ça à l'Ukraine. Juste pour augmenter la ferraille des prochains... Oui, mais finalement, est-ce que Trump ne fait pas l'affaire de Poutine? Comment il fait l'affaire de Poutine? Trump fait l'affaire de l'Amérique. Il fait l'affaire, mais attends, c'est pas parce que Poutine veut quelque chose qui est bon pour l'Amérique que Trump va refuser ça parce que c'est Poutine qui veut. Poutine, depuis le début, il a dit, moi je suis prêt à négocier. Est-ce qu'on n'a pas négocié? On n'a pas négocié à Minsk 1, Minsk 2. Quand la guerre a commencé, est-ce qu'on n'a pas négocié en Turquie? Mais Poutine n'a jamais refusé de négocier. En quoi il fait l'affaire de choses? Pourquoi Trump dit aux farceurs européens là, vous ne serez pas au dialogue parce que vous aviez 3 ans pour faire un dialogue et régler ça, vous avez refusé. Il a raison. Pourquoi c'est moi qui viens, je dis dialogue, vous dites, il faut nous mettre dans le dialogue. Si nous, on n'est pas dedans, ça ne va pas marcher. Hein. Quand j'entends ça, ça me fait rire. J'ai vu hier une femme complètement folle, sauf qu'elle ne s'est pas encore mise à nu sur le plateau. Et on va prendre que la France, qu'on prend 200 avions, on va aller bombarder la Russie et Poutine est défait. Je dis, mais comment on parle comme ça? Non, je veux mettre sur le Congo. S'il vous plaît, on n'a plus une seule seconde. Je vous redonner la parole. Parce que là, nous sommes obligés de marquer une pause pour des impératifs comme ça. Il faut prendre 200 avions.